Bonsoir, je suis Joanne Chartier, directrice générale du SIAC et vous écoutez le podcast agricole du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, puis les menteurs, on se lève de bonne humeur, puis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, je voulais parler, bien sûr, référencement Apple et Spotify. Vous pouvez aller mettre une belle note de 5 étoiles. Ça va aider le podcast à être mieux ranké dans les classements. Et aussi, pour ceux qui en veulent un peu plus, le Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4 $ par mois. Fait que ça va encourager une petite production complètement indépendante. Et puis aussi, il y a des exclusivités exclusives qui est sur le Patreon. Puis avant de commencer, la personne que je reçois aujourd'hui, c'est une personne qui me l'a référé, en fait. Fait que je voudrais remercier Jean-François Janel, qui est administrateur au SIAC, en passant, puis aussi qui est animateur, co-animateur, dis-je, du podcast Entre deux traites, un podcast sur la production laitière, on s'entend bien, qui est produit par les producteurs de lait du Canada. Donc, un gros merci, Jean-François. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je suis avec Joanne Chartier, directrice générale du SIAC. Salut, Joanne. Salut, Christian. Ça va bien? Super bien, toi? Ben oui. Écoute, je te le cacherai pas, je suis pas producteur de lait. Je suis pas dans quelque chose que je suis pas comme un poisson dans l'eau, mettons, là, à soir, mais ça fait rien. On va se débrouiller pas mal. On va se débrouiller quand même assez bien avec ça. On va découvrir un peu l'histoire du SIAC aussi au travers de ça. Un taureau, comment il s'appelle déjà? Je pense que c'est Starbuck, mais je suis pas certain. Un certain Starbuck. Mais avant tout, on va nous parler de toi. Qui est Joanne Chartier? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie professionnellement? On va te découvrir au travers de ce podcast-là, Joanne. Ben OK. Quand j'étais plus jeune, j'ai étudié en tourisme et hôtellerie. J'ai fait mon cégep en tourisme et hôtellerie. Fait que là, si tu vois pas de lien partout avec l'agriculture, mais... Vraiment pas, non. Donc, j'ai été travailler dans un grand hôtel et puis j'ai eu la chance d'aller aux ressources humaines, travailler aux ressources humaines parce que je faisais de la formation des employés. Et là, ça m'a donné le goût d'aller faire mon bac en relations industrielles. Donc, c'est comme une branche gestion ressources humaines, si tu veux. Fait que j'ai fait ça par les soirs, tout en travaillant. Et puis, ensuite de ça, j'ai décidé d'aller faire mon MBA tout en travaillant parce que je me disais, ben, je veux pas juste avoir les ressources humaines, je veux un ensemble des industries, puis ça, voir ce que je vais faire. Okay, moi, je viens de la région. Un MBA, ça mange quoi, ça, en hiver? Ben, un MBA, le terme, là, c'est anglais, c'est Master in Business Administration. Fait que c'est une maîtrise en administration des affaires en bon français. Okay. Puis, ce que ça te permet, c'est que au lieu d'avoir juste une branche, mettons, j'avais étudié en ressources humaines, relations industrielles, ça te permet de voir tout. Fait que, mettons, la production, le marketing, la gestion des opérations. Fait que tu as une vue d'ensemble des entreprises. Puis souvent, c'est pour te préparer les gens à aller dans des postes de direction, des postes de direction générale ou de ce type-là pour avoir l'ensemble de l'entreprise. Puis des fois, c'est juste pour être plus efficace si tu veux rester dans ta branche, mais comprendre les autres. Fait que tu fais vraiment comme le tour des entreprises. Tu as des finances, t'as gestion des petites entreprises, des cours comme ça. Ça fait que c'est plus général de gestion d'entreprise. Quand j'ai eu fini, c'est-tu bon pour le MBA? Oui, c'est correct, mais dans le fond, le relation industrielle, lui, c'est un bac, j'imagine? Oui. Okay. Oui, c'est ça. J'ai fait mon bac en relations industrielles. C'est comme dans la famille des gestions de ressources humaines. Souvent, c'est un terme qui est un peu plus utilisé. Et puis, donc, après ça, ma maîtrise en administration. Et là, j'ai vu l'annonce. Moi, je viens de la région de Saint-Hyacinthe. Je connaissais le SIAC depuis que j'étais jeune. Je l'avais visité avec mes parents, tout ça. Puis là, j'ai vu une annonce comme pour être aux ressources humaines et puis faire la mise en place de la norme ISO. C'était à la mode à l'époque. Moi, je suis arrivée au SIAC en 96. Puis pourquoi ISO?
Ben, c'est parce que le SIAC avait à l'époque les laboratoires, les fermes, toute la gestion des opérations. C'était des normes pour s'assurer que tout était bien fait, puis que tout était bien écrit, puis que les gens faisaient comme il faut, puis suivaient toutes les règles. Et là, du fait que je me suis dit, ben, ils veulent quelqu'un ressources humaines, qualité, puis dans ma maîtrise, j'avais fait un cours spécial en gestion de la qualité, dont la norme ISO. Okay. Donc, j'ai appliqué, puis grâce à ça, ben, je suis arrivée au SIAC. Fait que je suis arrivée au SIAC comme adjointe aux ressources humaines. Puis, il y avait une dame qui était là, Mme Plamondon, qui a fait toute sa carrière au SIAC. Elle avait 35 ans d'ancienneté. Elle voulait prendre sa retraite. Fait que donc, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, ben, fais la norme ISO. Puis après ça, ça va te permettre de remplacer la directrice des ressources humaines qui va prendre sa retraite. Puis tu vas avoir 2 ans avec elle à peu près. Fait qu'elle va pouvoir tout te montrer le département. Écoute, situation rêvée pour une jeune comme moi qui arrivait, puis bon, et j'avais travaillé un peu avant en hôtellerie, un peu dans la messagerie, mais tu sais, alors là, j'avais quelqu'un d'expérience, puis ISO, ça m'a permis de connaître tout le monde parce qu'il fallait que je me promène, je vois toutes les opérations, j'ai documente, je travaille avec le personnel. Fait que j'ai connu le SIAC, les opérations, et j'ai connu le personnel. Quand je suis arrivée à la gestion des ressources humaines, avec la formation puis le département qui était déjà là, pour moi, c'était facile, c'était vraiment facile. Puis ensuite de ça, au niveau du SIAC, je suis devenue la directrice adjointe aux finances et à l'administration. Donc, à ce moment-là, ben, j'avais sous ma supervision le département des technologies de l'information, des ressources humaines, et puis également, à l'époque, c'était ça, technologie de l'information, ressources humaines, puis une partie des finances, là, parce que mon patron était finance administration aussi, fait qu'on se séparait ça. Puis en 2012, ouais, je suis devenue la directrice générale adjointe au SIAC. Donc là, j'ai gardé encore mes divisions. Et puis, j'ai fait la direction générale adjointe, donc me joindre à des réunions de conseil, des instances comme ça. Puis l'année passée, en janvier 2022, j'ai été nommée directrice générale du SIAC, puis j'ai entré en fonction le 11 mars lorsque mon directeur général à moi s'est retiré du SIAC. Donc voilà, c'est ma carrière au SIAC. T'es rentré en 96 au SIAC. Oui. Puis, quel mois, t'en souviens-tu? Oui, je peux te le dire, le 3 janvier 1996. OK. Tout de suite après le jour de l'an, après les fêtes, je rentrais au SIAC. Ben, moi, j'ai fait l'ITA, j'ai fait une année à l'ITA, donc automne 95 et hiver 96. On s'est probablement croisés quand je marchais sur le trottoir, là, tu sais. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Hyacinthe, la rue Sicotte, c'est quand même une rue assez importante, là. On commence, mettons, la première grosse bâtisse, c'est la faculté de médecine vétérinaire qui est là, de l'Université de Montréal. Ensuite, c'est l'ITA. Non, ça a changé de nom, c'est vrai. l'ITAQ, l'ITAQ. Oui. Ça a changé de nom plusieurs fois, ça, dans leur vie. Ensuite, c'est le SIAC. Et puis, quand on arrive au bout de la rue Sicotte, on tourne à droite. Toute la bâtisse, dans le fond, qui est voisine du SIAC, c'est le cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, tu sais, c'est quand même une rue assez... une rue quand même assez importante, là. Tu as une bonne mémoire, tu as tout fait ça dans le bon ordre, mais écoute, oui, maintenant, ils appellent ça aujourd'hui la rue du savoir parce que toutes les institutions qui sont sur cette rue-là, on a la chance d'être là. C'est une des belles rues de Saint-Hyacinthe, définitivement. Oui, ben avec le parc qui est en avant de l'ITA, le jardin, c'est-tu le jardin Daniel Séguin, qui est quand même assez beau, là, tu sais. J'ai jamais été le visiter, mais on le voit du chemin, là, et c'est super beau, ce jardin-là, là. Ce jardin-là, c'est les étudiants de l'ITAC, justement, l'ITA à l'époque, là, mais qui ont travaillé là-dedans avec leur professeur, qui était M. Séguin. Et puis, à chaque année, ils ont agrandi, amélioré. C'est un des beaux jardins dans le Québec. Puis, il y a beaucoup de visiteurs l'été. C'est très beau. C'est très beau. Oui, parce qu'il y a des pancartes sur le bord de la 20 qui annoncent ce jardin-là. Là. Absolument. Mais oui. Bon. Là, on est rendu au SIAC, directrice générale depuis très peu de temps, janvier 2012. Donc, ça fait 1 an, dans le fond. 2022, pas 2012. 2022, excusez-moi, je me suis trompé. Ça arrive, ça, des fois, qu'on se mette dans les années. Ah, c'est pas grave, ça m'arrive aussi. Mais là, elle va t'arriver en 96, là. J'imagine que... Attends, je me suis trompé dans mes notes. Ben là, on va parler un peu plus de l'histoire du SIAC.
Bon, là, le SIAC, ça quand même quelques années que ça existe, parce que là, cette année, vous fêtez votre 75e anniversaire. Exact. 75 ans pour une compagnie quand même québécoise là, qui a commencé à petite échelle puis qui est encore là tout le temps dans le domaine de la génétique. Oui, on est super fiers. On va faire plein de belles festivités, autant pour le personnel que pour les producteurs. C'est vraiment une belle entreprise. Là. On appelle ça un fleuron au Québec, là, puis on est bien, bien fiers de ça. Oui. Good. Puis là, ça a commencé en quelle année, dans le fond? Si on recule de 75 ans, ça fait quoi, 1948 à peu près? C'est ça. C'est un bon calcul. Avril 48, la SIAC a commencé. Puis après ça, ben, tu veux que je te parle un peu de l'histoire? Oui. Tu vois, c'est ça que tu veux, hein? En fait, tu vois, les premières inséminations ont été faites en 48. À partir de là, c'est là que ça commençait. C'était fait par le gouvernement du Québec pour améliorer les génétiques de troupeaux puis la reproduction dans les troupeaux. Fait qu'au début, là, c'était gouvernemental. OK, dans le fond, c'est le MAPAC, d'une certaine façon, qui avait starté le SIAC, c'est ça? Exact. Parce que pour s'assurer de faire que la génétique, ça soit bien fait d'une façon de reproduction, tu sais, au lieu des taureaux dans les fermes, il y avait des gens qui avaient vu ça dans d'autres pays puis qui se disaient, ben c'est comme ça qu'on pourrait améliorer la génétique puis la production dans les troupeaux. Fait que le SIAC a été créé par le gouvernement en 1948. Puis après ça, tu vois, au début, c'était de la semence fraîche qui ne pouvait pas aller partout dans le Québec. Puis il y avait des laboratoires, il y avait des chercheurs là, éminents au SIAC qui ont fait plein de découvertes qui ont aidé la génétique en tant que telle. Fait que tu vois, 10 ans plus tard, à peu près, là, en 58, c'était la première congélation de la semence. Puis il y a eu plein de recherches au SIAC, mais ça, c'était majeur parce que ça a fait qu'ils pouvaient exporter de la semence plus loin dans le Québec. Ils pouvaient emmener de la semence en la congelant comme ça. Fait que ça a permis de faire, parce que les taureaux étaient à Saint-Hyacinthe, là, hein, fait que le cercle s'est agrandi comme ça. La semence fraîche, là, ça pouvait vivre combien de temps à peu près avant la congélation? Écoute, de mémoire, c'était pas beaucoup, c'était 3 jours maximum. Fait que tu n'avais pas un grand laps de temps pour te déplacer. Là. C'était dans des ampoules au frais. C'est 3 ou 4 jours. Là. Je voudrais pas t'induire en erreur, mais tu sais, garde, c'est pas un mois. Là. Non, c'est ça. C'est comme du lait, là. Ça doit périr assez vite, là. C'est ça. Ben oui, parce que c'est pas congelé. Fait que c'est pour ça que le fait d'avoir pu faire la première congélation, c'était majeur dans le développement de la génétique. Après ça, tu vois, l'utilisation de l'azote liquide, maintenant, c'est maintenu dans de l'azote liquide. C'est encore ça aujourd'hui, là, les gros biostats, pour ceux qui visitent et tout ça. Mais ça, c'était en 64. Et ça l'a fait ensuite que le SIAC, c'était le premier centre canadien qui s'est mis à transporter juste de la semence congelée. Parce qu'au début, il gardait de la fraîche puis de la congelée en se disant, ben si la congelée, elle réussit moins bien, si ça tue des spermatozoïdes. Mais dans l'azote, ils sont venus à bout d'emmener une assez bonne concentration de spermatozoïdes pour que ça fonctionne bien. Et puis, ça a permis, là, c'était des développements majeurs. Tu sais, quand on parle de ce que le SIAC a pu apporter, bien, il a fait quand même beaucoup de recherches. Les gens, ils se promenaient à l'extérieur, ils allaient voir des choses, mais au Québec et au Canada, il était un pionnier dans bien des choses grâce aux chercheurs qu'il y avait là. Fait que ça, c'était intéressant. Dans l'azote liquide, là, la température est à combien à peu près là-dedans? Moins 198 degrés. Fait que, ben, tu sais, c'est des vapeurs, hein, nos gens, ils travaillent, là, ils ont des gants, mais tu peux le prendre, tu sais, c'est un peu comme, c'est la même affaire que si tu brûles des verrues, là, c'est le même principe, hein, c'est de l'azote, mais tu peux pas laisser tes mains plongées dedans, mais les gens, ils travaillent, et puis avec des gants, ben, c'est souvent, avec une pince, ils lèvent la semence, puis ils ont les mains dans les vapeurs d'azote, donc c'est pour ça qu'on peut travailler là-dedans. OK. Non, c'est ça, mais puis quand c'était congelé, c'était quoi, comme dans un congélateur à moins 18? Ouais, ben oui, effectivement. Je n'étais pas là à l'époque, là, mais c'est exactement ça. Là. C'est autour de. Ouais. OK. Fait que là, on fait un méchant step là, de moins 18 à moins 198. Là. Ben, c'est pas la même technologie, là, mais c'est la température de l'azote pour qu'elle soit capable de congeler. C'est la température de ce liquide-là qui devient gazéifié. Dans le fond, c'est un gaz. Là. Oui. C'est comme ça. Oui, mais ça devient solide. L'azote. Liquide. Ça devient solide à moins 272 degrés, me semble. Là, je ne pourrais pas te confirmer ça. Nous autres, on travaille évidemment pas dans le solide là, en tant que tel. Là. On est au liquide puis au vapeur. Là.
Fait que, après ça, tu vois, il y a eu le PEP en 67. Le PEP, là, c'est quoi? C'est le programme d'épreuves de progéniture. C'est M. Robert Chicoine avec son équipe, qui était un de nos directeurs généraux qui a travaillé là-dessus. Puis ça aussi, le PEP, c'était une façon de dire, bien, on va travailler avec des troupeaux collaborateurs dans le Québec. On va s'assurer qu'il y a des gens qui vont utiliser la semence de nos taureaux sur assez de filles, assez de leurs vaches, pour arriver à avoir des bonnes épreuves, avoir un bon nombre de filles. Être sûr que quand les bulletins, si tu veux, vont sortir, les épreuves de taureaux, on va avoir assez de filles pour que ça soit intéressant pour dire, on est pas mal sûr des résultats. Puis s'ils disent que c'est un bon taureau, c'est parce que c'est un bon taureau, puis on va avoir les caractéristiques qu'on va savoir, bien, il donne gros du lait, il a des bonnes pattes, il fait des filles qui ont une bonne durée de vie. Bon, dans le temps, il y avait moins d'indices qu'aujourd'hui, là, mais quand même, il vérifiait plein de choses comme ça. Fait que lui, il a mis ça en place. Il a travaillé avec des troupeaux à travers le Québec, qui appelait ça des troupeaux collaborateurs, puis qui faisait qu'il y avait des données de classification, puis de progéniture. Fait que ça a contribué aux épreuves de taureaux. Fait que ça aussi, c'était important parce que ça l'a permis de s'assurer qu'il y avait de la bonne génétique, puis la sélection et des taureaux, puis des femelles, puis les accouplements, c'était les bons qui se faisaient. Fait que c'était une autre chose qui a contribué énormément au développement de la génétique en tant que telle. Parce que d'une certaine façon, dans ce temps-là, tu sais, aujourd'hui, il y a de la technologie pour t'aider à savoir si la génétique est bonne. Mais dans ce temps-là, il fallait que tu l'essayes, puis que tu analyses après. Fait que, tu sais, le taureau, il était rendu peut-être à 5-6 ans là, avant vraiment de pouvoir l'évaluer. Là. Fait que, tu sais, s'il n'avait pas fait de quoi de bon, mais là, tu as comme perdu 5-6 ans avec, là, veux pas, là. Tu vois, il y a déjà eu au siècle, là, pas loin de 1000 taureaux, là, 900 quelques taureaux. Là. Puis c'est ça, c'est parce qu'il fallait qu'il en rentre à chaque année, il en choisissait. Puis le temps, bon, là, il fallait qu'il soit assez vieux pour être récolté, donner sa semence. Là, il faisait toutes les épreuves de progéniture comme ça, les accouplements. Là, il fallait avoir les résultats, les classificateurs, les épreuves. Fait qu'il appelait ça, le taureau s'en allait en attente dans les étables. Mais c'est ça, il attendait. Et puis, souvent, il revenait en service, bien, il avait 5 ans, 5-6 ans. Fait qu'il fallait que tu les nourrisses, tout ça. Puis des fois, bien, s'il n'était pas bon, là, on comprend qu'il s'en allait à l'abattoir parce qu'il n'apportait rien à la génétique en tant que telle. Fait que c'est sûr qu'il y avait à la fois des frais pour maintenir tout ça, puis beaucoup d'opérations, mais c'était ça à l'époque parce que c'était la façon puis à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est pas si loin, là, mais c'était quand même, ça a tellement été vite la génétique des dernières années avec la génomique, on en parlait tantôt, mais ça a été longtemps comme ça. Puis c'était la bonne méthode, puis ils ont pu développer beaucoup de génétique ainsi. Ah ben là, regarde, pour évoluer, il faut que tu commences quelque part. C'était comme ça. C'était comme ça. Il fallait commencer quelque part. Quand tu regardes ça aujourd'hui, ouais, OK, il faisait ça de même dans le temps. Hey, c'était pas drôle. Ben oui, mais c'était ça. C'était ça, mais fallait. C'est ça. C'est une méthode, en tout cas, qui a servi à la génétique canadienne. Puis, les taureaux provenaient souvent des éleveurs du Québec ou de l'Ontario. Ils achetaient les taureaux des bons éleveurs. Fait que ça permettait tout ce mouvement-là aussi au niveau de la génétique. Puis après ça, bien évidemment, il y a eu la fameuse vedette, Starbuck, en 79, qui est arrivé au SIAC. Starbuck, on pourrait en parler longuement, mais bon, il a fait l'histoire du SIAC, il a fait l'histoire de la génétique canadienne. Il est encore présent dans tous les esprits. On dit le mot SIAC, écoute, c'est en 79, là, puis on est en 2023, là, puis on dit SIAC. Le monde que tu parles, il t'apporte Starbucks en premier. Aujourd'hui, il serait complètement dépassé en génétique, mais il a fait tellement pour la race que c'est encore associé, c'est associé mondialement. Il a fait connaître la génétique à travers le monde, la génétique canadienne. Il a contribué, il y a des filles partout sur les 5 continents. Fait que la vedette, Starbucks, Hanover Hill Starbuck, il est arrivé en 79 aussi. C'est un peu ce que le taureau qui a mis le SIAC vraiment au monde, là, ça a map, d'une certaine façon. Oui, c'est sûr. Parce que tu l'associes toujours. Tu sais, il y a eu d'autres bons taureaux avant, évidemment, parce que sinon, le SIAC n'aurait pas réussi autant que ça. Puis tu vois les recherches que je te disais, puis le développement qui ont contribué, mais tu sais, les gens, ils parleront pas. La première congélation de la paillette, ça leur passe pas dans la tête. Mais Starbucks, il a fait connaître le SIAC, il a fait connaître la génétique québécoise, il a fait connaître la génétique canadienne. Fait que beaucoup de gens doivent énormément à Starbucks. Ben oui, c'est ça. Bon, là, il y a eu on va faire un petit bout sur Starbucks tantôt. Là, on va continuer dans le SIAC, là.
Fait que je peux continuer Mais là, l'histoire. quand tu disais... Il n'y a pas de problème. En 85, le SIAC a créé Bovitec. Aujourd'hui, on connaît Bovitec, là, ça n'a rien à voir, c'est plus toute la même affaire. Mais il a créé Bovitec, puis c'était pour les embryons. Avoir des embryons, faire du transfert embryonnaire, trouver une façon différente de procréer de la génétique sans la semence, mais plutôt avec des embryons. Fait que c'est là que les bio... Dans le fond, l'embryon, c'est que tu vas chercher les ovules dans une vache, tu vas les mettre dans une autre vache? Tu vas chercher des cellules chez la vache avec la semence de taureau, puis en éprouvette, tu crées des embryons. Okay, puis là, à partir de là, s'ils ont une bonne génétique, c'est créé en laboratoire. Puis s'ils ont une bonne génétique que tu penses, bien là, ça veut dire que tu as plus d'embryons comparativement à une semence et une semence, une vache. Parce que les embryons, si tu as plusieurs embryons grâce à ça, un peu comme chez les humains, là, tu peux générer plusieurs embryons. Bien là, tu peux, des fois, on utilisait le terme des contenants, mais tu peux les remettre dans plusieurs vaches. Tu fais l'implantation, donc d'une vache qui a peut-être une génétique moins bonne, tu y mets un bon embryon dedans, donc tu as un veau qui est d'une meilleure génétique en tant que tel. Fait que tu peux procréer plus vite avec la même génétique que de mettre de la semence juste dans une vache. Fait que c'était les débuts. C'était quand même des gens au SIAC qui se sont dit, ben on pourrait faire de quoi avec ça? On va créer un centre de recherche, puis on va commencer à trouver la biotechnologie. Ça commençait là pour le SIAC, hein, si on veut penser à ça. Fait qu'ils ont commencé à créer des embryons dans ces années-là. Je peux pas dire que ils ont eu des succès, ils ont fait des bonnes recherches et tout ça, mais à l'époque, c'était lent. Tu sais, les gens des embryons, c'est nouveau, plusieurs, l'implantation, les coûts pour ça. Fait que c'est sûr que ça n'a pas su planter la semence, mais ça a toujours quand même resté là parce qu'aujourd'hui, Bovitec existe encore puis fait autre chose. Là. Il y a complètement des développements incroyables là, qui, eux, pourraient te parler encore plus que moi parce que les chercheurs sont là, mais je peux assez te dire que c'est ce qu'ils font tantôt, là, si tu veux. Mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé par le SIAC. Fait que ça a été aussi une belle création du SIAC qui a amené comme l'embryologie dans les bovins par rapport au Québec. Tabarouette, OK. Ouais. Mais tantôt, quand tu disais que tu avais 1000 taureaux, je veux dire, c'est pas juste du Holstein là-dedans. Tu dois avoir beaucoup de races à bœuf aussi, j'imagine. Ben, au Québec, c'est moins populaire. C'était très peu. La majorité, là, je te dirais, du 95 c'était de la Holstein, mais on fait aussi les races Jersey, Ayrshire, Suisse brune canadienne. Fait que tu avais quelques taureaux de chacune des races. Les autres marques laitières, les autres vaches laitières. Les autres vaches laitières, oui, c'est ça. Et quelques taureaux de boucherie. On a toujours fait de la boucherie, mais tu sais, je peux pas te dire qu'au SIAC, là, des fois, c'était 2% des ventes à peu près, la boucherie. Tu sais, on n'est pas dans l'Ouest canadien, là. Fait que la Holstein a déjà été plus haut, c'est peut-être à peu près 95% à peu près de notre proportion. La balance, les races laitières puis les autres races. Là, maintenant, il y a des proportions. Jersey monte un petit peu. Tu sais, ça joue un peu, mais je te dirais que c'est toujours la Holstein définitivement. Puis on a un peu de boucherie. De plus en plus, on va en parler aussi de marché d'échange. De plus en plus, mais c'est plus nous qui avons les taureaux. Fait que là, maintenant, on pourra, tantôt, si tu veux, on parlera de ça, mais Cimex qui nous fournit maintenant la semence, là, il y a beaucoup plus de taureaux de boucherie. Le marché a changé au Québec définitivement. Mais là, à Saint-Hyacinthe, sur la rue Sicotte, y a-t-il encore des taureaux qui sont là? Non. Okay, ça, c'est fini. Il n'y a plus de taureaux. Tous les taureaux ont été localisés, les taureaux, parce que là, maintenant, on est dans la famille Cimex. On ne s'est pas rendu là dans l'histoire, mais on est dans la famille Cimex. Puis tous les taureaux sont situés en Ontario, puis je pourrais t'expliquer pourquoi, mais nous, à Saint-Hyacinthe, ce qu'on a, puis c'est sur la rue Sicotte, dans notre édifice premier, on a toujours été sur la rue Sicotte au départ, on a les génisses de Bovitec, parce qu'aujourd'hui, Bovitec a plusieurs génisses de haute génétique qui permettent justement de générer les prochains pères à taureaux, les prochains mâles, et les mères aussi pour les troupeaux pour avancer la génétique. Fait qu'ils ont des génisses sur lesquels ils font des embryons, ils génèrent des embryons sur leur génisse pour vendre pour la génétique. Et tabarouette, OK, c'est rendu poussé, là, pas mal, là. Oui, c'est super. Ils font des recherches incroyables. C'est un centre de recherche. Ils ont dans les meilleurs chercheurs, les meilleurs experts au monde qui sont sollicités par plein de compagnies. Puis ils font beaucoup avancer, mais au niveau des embryons. Puis ça, ça va plus vite. Comme je te disais tantôt, tu sais, si tu as plusieurs embryons des vaches d'une super génétique puis les implantes, bien, tu as cette génétique-là plus rapidement que d'y aller semence par semence puis attendre tes naissances. Et puis, est-ce qu'il y a de la collaboration vraiment internationale dans Bovitec? C'est parce qu'il n'y a pas juste le Québec là, qui fait de la génétique, il y en a partout. Là.
Fait que j'imagine qu'il doit y avoir des collaborations quand même pour tout faire avancer les races laitières. Oui, c'est sûr, eux, ils ont des chercheurs puis des experts qui sont réputés à travers le monde, qui participent à des séminaires d'embryologie puis de découverte puis de toutes sortes de types. Puis maintenant, même Bovitec eux-mêmes sont répartis, ont des laboratoires aux États-Unis, ils échangent avec des chercheurs d'à travers le monde. On a des gens hyper compétents là-bas qui travaillent, mais là-bas étant à Saint-Hyacinthe chez nous quand on dit ça, mais ils travaillent aussi aux États-Unis, puis ils sont implantés à différents endroits, mais la maison mère est à Saint-Hyacinthe où tout a débuté. Mais maintenant, Bovitec appartient à Cimex. Fait que c'est dans une des compagnies qu'on a. OK. Parce que, Cemex, c'est ça. Moi, je suis pas dans le domaine laitier, je me répète, là. Je voyais souvent ça mes chums, des gars qui ont une tuque ou un manteau Cemex. Là, je me disais, c'est quoi cette affaire-là? C'est-tu un compétiteur du SIAC? Ça, je me demandais, c'était quoi cette histoire-là de Cemex? Oui, bien, c'est une bonne question. Certains se demandent ça, fait que c'est le fun qu'on puisse l'expliquer. En fait, en 99, le SIAC a déjà exporté de la semence avant, puis les centres canadiens exportaient de la semence, puis ça passait par un organisme qui s'appelait Semen Export. Fait qu'on commence à comprendre le mot Cimex, OK? OK, ouais. Mais en 99, à la fois le SIAC qui couvre le Québec, et puis nous, on distribue de la semence en Nouvelle-Écosse. On n'a pas des vendeurs là, mais on est un intermédiaire pour envoyer de la semence en Nouvelle-Écosse. ISGEN, qui est un centre en Ontario. À l'époque, ils étaient deux, c'était EBI et puis GenCore, qui se sont fusionnés, qui sont devenus ISGEN avec le temps. Là, mais quand ça a été créé, ils étaient deux en Ontario. Eux, ils servent l'Ontario puis les 3 autres provinces maritimes. Puis WestGen, lui, sert les 4 provinces dans l'Ouest. Ces 3 centres-là se sont dit, c'est la génétique, ça évolue rapidement. Si tu as les bons taureaux, tu fais des bonnes ventes. Si tu n'as pas les bons taureaux, tu fais des moins bonnes ventes. Ils se sont dit, ça grossit, le monde, il y a des compagnies internationales, on va s'associer ensemble. Alors, les 3 ont formé ce qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Cimex Canada. Donc, le SIAC est propriétaire de Cimex, qui est de Cimex à 45%, ISGEN 45%, parce que, comme je te dis, les 2 centres ontariens se sont fusionnés. Maintenant, on parle de ISGEN. Ils ont 45%, puis WestGen dans l'Ouest, ils ont 10%. Alors, nous sommes 3 propriétaires qui travaillons ensemble et qui possédons Cimex en tant que tel. Cimex, son rôle, ça, je peux te l'expliquer. Bon, puis lui, Cimex, pour compliquer nos affaires, c'est lui maintenant qui détient 100% de Bovitec. Ce que le SIAC avait, tout ça pour que les recherches soient faites, qu'il y ait des chercheurs à travers le monde, Bovitec, puis que ça profite aux 3 propriétaires, Bovitec a été transféré dans Cimex. Alors, c'est vraiment comme une filiale maintenant de Cimex. Cimex, lui, c'est lui on a transféré nos taureaux dans Cimex et toutes les recherches. Fait que là, il y a les laboratoires maintenant. Cimex a des laboratoires qui font de la recherche sur la semence. Il y a Bovitec qui fait la recherche sur les embryons. Ils possèdent tous les taureaux et maintenant, ils ont beaucoup de taureaux de boucherie et eux, ils exportent à travers le monde. Fait que le marché canadien, c'est nous, les 3 propriétaires qui le couvrons, mais notre semence, on la reçoit de Cimex. C'est eux qui la produisent, qui ont les taureaux, les laboratoires. Aujourd'hui, il y a de la semence sexée. Donc, avec toutes les machines de tri pour séparer la semence. Si tu veux, je te vois la figure, on en reparlera. Mais c'est eux qui ont ça. Fait que nous, on commande notre semence. C'est qu'eux, ils font la sélection des taureaux, toute la recherche. Alors, on est vraiment maintenant de la distribution, de la vente de services de génétique, du conseil aux producteurs, puis de la vente de semences, puis de produits de la ferme aujourd'hui. Mais Cimex a toutes ces activités qu'on a déjà eues au SIAC parce qu'on a tout mis ça en commun. Et ça permet à la fois de rationaliser, oui, les coûts, mais d'avoir des gens, des chercheurs internationaux, des gens qui travaillent, puis de pouvoir exporter la génétique canadienne à travers le monde. Et puis, également, en ayant les taureaux tout à la même place, mais ils sont dans des étables ultra modernes, les recherches se font là, mais toute la récolte, la semence, c'est tout au même endroit, c'est tous les mêmes protocoles. Fait que ça nous permet d'avoir de la semence de meilleure fertilité. La fertilité s'améliore, meilleure qualité, en plus grand nombre, puis toujours un prix correct parce que tout est concentré au même endroit là, pour les coûts d'opération. Puis nous, on a les génisses au Québec avec Bovitec, c'est le même principe, ce que je viens de t'expliquer pour les coûts, la rationalisation, puis la production, puis la conformité d'un processus. Nous, on a les embryons
toujours de meilleure fertilité tout le temps qu'il soit. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Fait qu'on travaille ensemble et pour gérer cette compagnie-là, parce que l'idée, c'était que la génétique, le SIAC a été créé pour que la génétique reste au contrôle des producteurs. Bien, CIMEX, c'était la même affaire. C'est les producteurs qui sont propriétaires parce que les 3 centres sont, à travers le Canada, sont détenus par des propriétaires qui sont des producteurs. Donc, CIMEX est détenu par des centres de producteurs. Puis, nous, on a 4 membres de notre conseil d'administration qui siègent chez CIMEX pour prendre les décisions. Il y en a 4 de EastGen, puis il y en a 2 de WestGen. Fait que c'est comme ça que les décisions sont prises pour faire avancer la génétique canadienne, que nous, on en profite comme propriétaires, puis qu'elle soit exportée à travers le monde. Est-ce que le SIAC, dans le fond, se trouve aussi à couvrir toutes les maritimes? Non, juste la Nouvelle-Écosse. Et comment? C'est qu'on se trouve avec le distributeur de CIMEX. C'est une vieille entente historique, là. Il faut, quand ça a été décidé de comment la semence pourrait être répartie, ben le SIAC, lui, envoie à Nouvelle-Écosse. C'est EastGen qui envoie aux 3 autres provinces des Maritimes. OK. Pour essayer de mixer la génétique? Pourquoi c'était comme ça dans le temps? Non, parce qu'on a toutes les mêmes semences. C'est une question quand ça s'est partagé pour que les gens, comment ça s'est passé pour les marchés, pour que les gens s'associent, partagent ensemble. À l'époque, c'était des décisions à la fois politiques et économiques qui ont été prises là, pour le meilleur de tout le monde là-dedans. Mais je te dirais qu'actuellement, EastGen donne beaucoup de services aussi en Nouvelle-Écosse parce que là, déjà dans les 3 autres provinces, ils ont la facilité avec la langue anglophone. Fait que on travaille ensemble aussi là, pour les maritimes, mais la semence qu'on envoie là-bas, ben Nouvelle-Écosse commande au SIAC, on commande pour eux chez CIMEX, puis on fait le transfert pour eux, on leur facilite la vie ainsi. Ah, OK. Parce que ça, ils n'ont pas de centre d'insémination. Ben, pas de centre d'insémination, mais je veux dire, pas de recherche comme ce qui s'était fait au Québec ou en Ontario, là. Non, il n'y en a plus. Il y en a peut-être déjà eu, mais il n'y en a plus. C'est le Nova Scotia Animal Breeder qui est là-bas. Puis non, ils passent tous par CIMEX. Ils se sont affiliés avec le SIAC ou EastGen. C'est comme ça a fonctionné. Quand les Maritimes ont décidé de s'affilier avec d'autres centres, Nouvelle-Écosse a choisi le Québec pour toutes sortes de raisons à l'époque politiques et économiques. Puis les 3 autres sont allés avec EastGen. Ça s'est passé de même, puis c'est toujours comme ça. Puis le SIAC, ça, c'est qui est propriétaire de ça? C'est des producteurs de lait et de bovins. On appartient à eux. Il y a ces 3 propriétaires qui sont en part égale. Fait que c'est les producteurs de lait du Québec. Donc, ils ont 33 et un tiers. Après ça, tu as les CPCAB. Ça, c'est les cercles d'amélioration du bétail. Donc, à l'époque, ça s'appelait comme ça. C'est eux qui, au début, qui engageaient les inséminateurs, mais ils sont toujours restés. C'est des regroupements de producteurs qui font beaucoup la promotion de l'insémination et aujourd'hui, sont nos propriétaires de nos produits puis de notre sang. Et le 3e propriétaire, c'est le CQRL. Le CQRL, c'est le Conseil québécois des races laitières. Alors, lui, ce propriétaire-là, réunit les 5 races laitières. Parce que le SIAC, quand il a été vendu par le gouvernement, il a été vendu aux producteurs. Fait que les races sont très importantes, hein, c'est un centre de génétique, fait qu'ils ont acheté. Les CAB, les inséminations, c'est très important. Ils ont aussi participé à l'achat. Puis les producteurs de lait, mais eux autres représentent tous les producteurs. Fait qu'automatiquement, ben, il était aussi un propriétaire. Au début, il y avait plus de parts, puis ça s'est égalé avec le temps. Là, c'était convenu dans le marché comment ça fonctionnait. Fait que c'était fait comme ça. OK. Parce que, dans le fond, les inséminateurs, eux autres, ils passent-tu par les CAB? C'est un peu ça ou comment? Ah non, ça fait bien trop long. Tu sais, avant, c'était ça. Okay. Au début. Après ça, ils ont eu la coopérative des inséminateurs. Puis en 2003, on n'a pas fini l'histoire tantôt, mais c'est une date intéressante. En 2003, ils sont devenus des employés du SIAC. Parce que c'était notre canal de distribution, évidemment, le plus important. Ils distribuaient nos produits, ils faisaient l'insémination dans les troupeaux. Puis à l'époque, la majorité des troupeaux faisaient faire l'insémination par un inséminateur. Aujourd'hui, il y a des producteurs qui font eux-mêmes leur insémination, puis il y a les inséminateurs. C'est à peu près 50-50 la proportion aujourd'hui. Mais quand on reporte ça en 2003, puis avant, la majorité des troupeaux utilisaient les services d'un inséminateur. Donc, nous, ils sont devenus nos employés. Fait qu'on travaille avec les inséminateurs depuis 2003. OK. Ah, c'est rendu les employés du SIAC maintenant. Oui. Avant, ils étaient comme des distributeurs de nos produits, puis ils faisaient l'insémination. Mais ils sont employés du SIAC depuis 2003. OK. Puis un producteur qui achète de la semence, ce qui passe par l'inséminateur, parce que, mettons que le producteur qui insémine lui-même, là. Est-ce qu'il appelle directement au SIAC pour avoir de la semence ou il passe par pas un vendeur qui se promène dans le chemin, là, mais
un peu genre un représentant, mettons, là. Oui, c'est ça. Tu as raison, c'est en plein ça. Fait que tu as quelques choix. Le choix le plus probable, si tu fais toi-même ton insémination comme producteur, tu ne vas pas appeler l'inséminateur. On a des représentants en service conseil, dans notre jargon qu'on appelle des RSC. Fait que ça, c'est des gens qui ont de la formation, d'expertise, qui sont capables d'utiliser des outils pour conseiller le producteur, pour lui dire qu'est-ce qui est le meilleur pour son troupeau, voir sa philosophie d'élevage, voir ses objectifs, discuter avec lui, puis lui proposer de la semence de taureau. Et là, le producteur commande par lui. Et ensuite, lui, il va aller soit livrer la semence ou il va la mettre, on appelle ça des zones, nos bureaux partout à travers le Québec. Puis l'inséminateur peut aller aussi la porter à la ferme. Mais toute la commande, tout le conseil dans ce cas-là, toute la discussion va se faire avec un représentant service conseil. C'est sûr qu'il y a des producteurs qui vont appeler au SIAC puis qui vont commander eux-mêmes parce qu'ils ont vu leur représentant, la majorité, c'est très petit ça, là, mais ils ont vu leur représentant, ils ont eu du conseil, puis là, ils vont appeler au SIAC, puis ils vont dire hey, envoie-moi donc des semences, mais que mon représentant passe, j'en veux de ceux-là, as-tu ça? C'est très peu comme volume. Puis, on a maintenant une boutique en ligne. Et ça fait pas si longtemps, ça, la boutique en ligne, je te dirais 2020 de mémoire. Tu vois, c'est plus récent que les autres, on dirait, mais c'est autour de 2020. Puis cette boutique en ligne-là, avant, ce qu'on avait, on vendait des produits de la ferme, mais là, on vend aussi de la semence sur la boutique en ligne. Ça aussi, on est fiers. C'est la première au Canada qui fait que tu peux vendre de la semence de taureau et des produits de la ferme sur la même boutique. Fait que tu vas avoir, puis là, tu peux voir les taureaux, tu peux voir leur descendance, ça relie avec CIMEX, ça relie avec CDN, Canadian Dairy Network, c'est ceux qui donnent des données sur les vaches et tout ça. Fait que tu peux regarder, il y a des gens qui adorent la génétique, c'est comme aller voir un catalogue, là. Fait que là, ils peuvent regarder, mais ils vont commander. Des fois, on fait des promotions de certains taureaux, fait que là, t'as nos races qui sont là, toutes les races laitières, puis t'as des taureaux de boucherie. Fait que t'en as une petite proportion qui va aller à la boutique en ligne, mais la majorité, ils ont eu des conseils de leurs représentants avant d'y aller, mais tu as des férus génétiques, tu as des gens qui lisent, tu as des gens qui suivent ça, puis qui vont dire « je vais aller voir », puis qui vont commander. Mais vraiment, les ventes, parce que la génétique, c'est beaucoup du conseil, c'est beaucoup, tu sais, ça va vite, faut que tu saches qu'est-ce qui est le mieux. Quand tu utilises, nous, c'est beaucoup des solutions qu'on parle, tu utilises les bons outils, tu sais, bon, je peux te nommer des noms, là, les producteurs, ils entendraient ça, Optimate, Elevate, tout ça, mais ça dit quel taureau mettre avec la vache. Fait que ça te fait que tu fais des bons choix génétiques, puis ton troupeau va où tu veux, hein, puis tu peux te mesurer. Fait que ça passe par du conseil génétique, c'est super important. Fait que c'est pour ça que la majorité, et même ceux qui utilisent des services d'inséminateurs, ils ont le droit à ces conseils-là aussi. Fait que l'inséminateur, il y en a que c'est eux-mêmes qui vont le faire, le conseil, puis d'autres que c'est un représentant qui fait le conseil puis un inséminateur qui insémine. Ça dépend les troupeaux, ça dépend les besoins, puis ça dépend qu'est-ce que le producteur choisit et veut. Oui, là, tu tombes dans le fine-tuning, si on veut. Là. Tu sais, quand tu sais que bon, telle vache est conformée de telle manière, puis le meilleur taureau pour elle, ça va être ce taureau-là. Oui. Là, ça commence à être pas mal poussé, je te dirais, là, tu sais. C'est important, hein, parce que c'est ça qui fait la différence. C'est du bon conseil, des bons accouplements. Il y a quelqu'un, une fois, qui avait dit, il n'y a pas de mauvais taureau, il n'y a pas de mauvaise vache, il y a juste des mauvais mix. Et c'est probablement vrai. Bon, c'est sûr qu'il y a des taureaux qui se démarquent, là. Mais le point, un super bon taureau avec une super bonne vache, mais qui ne s'améliore pas, tu n'auras pas le gain génétique que tu pourrais avoir. Fait que quand tu choisis vraiment le meilleur accouplement possible pour être optimal, là, ben, t'es bon pour ta conformation de tes veaux qui vont naître, de tes génisses, mais t'es bon aussi sur ta production de lait, ta durée de vie. Puis ça, là, c'est toute la rentabilité dans un troupeau. Puis ça peut faire une grosse différence si tu fais les bons accouplements dans ta production de lait, puis dans ta génétique, puis dans ta durée de vie. Fait que tu dépenses moins en argent, ça te prend moins de vaches. La rentabilité, aujourd'hui, là, les producteurs sont à la marge, hein. Oh, oui. La génétique, ça joue un rôle, la nourriture aussi, là, puis tout ça, mais la génétique, ça joue un rôle super important. Puis tu vois, plus ça va, avant c'était moins poussé, il y avait des indices, là, tu sais, tu regardais le PI, les pattes, la durée de vie, ils appelaient ça IPV, indice de profit à vie, mais il y a tellement de recherches en génétique parce que c'est poussé, hein, comme dernièrement, ils ont mis des indices d'efficience alimentaire. Mais tu sais, les vaches qui vont donner plus en mangeant moins.
Fait que je vais juste te dire 3 affaires, là, puis il y en a plein d'autres, mais mettons, on va faire un lien. Tu as l'efficience alimentaire. Chez Cimex, il y a l'immunité plus. L'immunité plus, là, ça, c'est exclusif à Cimex, mais c'est la santé du troupeau. Donc, la santé des vaches, la santé des veaux, tu peux la mesurer avec un test, puis voir s'ils résistent mieux aux maladies. Fait que moins de médicaments, plus de durée de vie. Puis après ça, il s'en vient en avril, on va avoir un indice de méthane. OK? Donc, les émissions de méthane par la semence génétique. Quand je te dis c'est poussé, on ne parle plus juste un beau veau, là. Quand ça peut faire qu'ils réduisent l'émission de méthane. Fait que si tu vois où je m'en vais, tu additionnes efficience alimentaire, ils mangent plus, ils mangent mieux, ils produisent mieux pour produire plus. Je veux dire, efficacité, là, ils produisent plus pour qu'est-ce qu'ils mangent. Tu as les maladies, immunité plus, résistent mieux aux maladies, moins de médicaments. Ça donne bien qu'il y a une pénurie de vétérinaires. Après ça, tu as le méthane, mais tu sais, développement durable qu'on parle, tu sais, ça s'en va dans ce sens-là, mais ça s'en va aussi, tu as moins besoin de vaches, donc tu prends moins de champs pour les nourrir, tu prends moins de médicaments et la marge du producteur est protégée aussi, la marge bénéficiaire du producteur. Tu as moins besoin de nourrir, moins besoin de vaches, moins besoin de médicaments. Fait que la génétique contribue à la rentabilité, c'est notre mission aussi, mais c'est ces recherches-là qui font que les troupeaux sont toujours plus efficaces avec moins de vaches. Fait que c'est merveilleux pour les producteurs laitiers de pouvoir améliorer leur production. C'est pas une usine, c'est vivant, puis ils viennent à bout de faire ça, c'est merveilleux. C'est tout le contraire de la race humaine. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que me semble que la génétique, elle s'en va tout le temps en dépérissant, puis le monde sont de moins en moins performants à job. Mais écoute, ça prendrait un sens. Mais non, mais écoute, c'est poussé, puis c'est dans d'autres espèces animales aussi, mais moi, je connais celle des vaches, mais je regarde, pour être là, moi, je pense génétique, hein. Puis je suis arrivée au SIAC, là, puis j'ai à cause de ISO, j'ai fait le tour, j'ai vu le dévouement des gens, j'ai vu la passion des gens pour l'élevage, pour les producteurs, pour améliorer la génétique, mais la production laitière puis bovine. Ça m'a tout de suite imprégné. Je me suis dit, c'est tellement une belle entreprise. Mais là, je regarde ça d'année en année, là, tu sais, toutes les découvertes, j'en ai nommé quelques-unes qui ont contribué. Oui. Aujourd'hui, là, c'est fou, c'est avec les partenaires de l'industrie, là, c'est pas Cimex a contribué pour des indices, mais c'est avec les partenaires de l'industrie, Lactanet, tout ça, ce monde-là qui travaille, là, moi, je regarde ça, je suis pas une généticienne, mais je vois ce que ça donne aux producteurs du Québec, puis je suis toujours aussi impressionnée, après toutes ces années de voir ce progrès-là. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Parce que quand tu parlais de méthane, il y a une nouvelle sorte de maïs en silage énogène qui semble clair, qui est bien efficace pour réduire les émissions de méthane provenant des vaches. Mais qu'est-ce que j'ai pogné? Si le méthane n'est pas produit dans la vache, il va être produit plus tard. Mais là, il y a une affaire, ben là, peut-être que tu ne pourrais pas me répondre à ça. Je réfléchissais à ça. Parce que tu en avais parlé dans un autre podcast, là, la scène agro, là, pour ne pas le nommer. Là, je me suis dit, attends un peu, si la vache a produit du méthane, bon, c'est parce que là, il y a une digestion qui se fait, d'une certaine façon. Ouais. Fait que là, ça produit moins de méthane. Est-ce qu'il y a moins de digestion qui se fait? Non, bien, c'est les systèmes digestifs comme chez l'humain. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, là. Fait que l'idée, c'est qu'ils ont analysé des échantillons de lait, ça. C'est le même qui ont fait la recherche avec Lactanet, puis des données sur des années, pour voir qu'il y a des vaches. La production n'était pas diminuée, mais il y avait moins de méthane. Ils faisaient une lecture là, en infrarouge, puis ils ont pu voir qu'est-ce qui faisait qu'il y avait plus de méthane chez des vaches ou pas. Puis ils ont vu qu'il y en a qui ont moins de méthane. Fait que, c'est un peu comme les humains. Fait que ça affecte pas la production de lait en tant que telle, c'est qu'elle produit moins de méthane. Fait que là, si tu choisis les semences, ils vont sortir des indices en avril qui vont dire, ce taureau-là fait des vaches qui produisent moins de méthane. On va pouvoir tester les vaches avec nos fameux tests Elevate qui donnent pour la santé immunité plus, mais qui vont donner aussi les indices de méthane pour les vaches. Fait que c'est le principe de l'amélioration génétique. Un taureau qui en donne moins, une vache qui en donne moins, mais les autres indices sont là, la conformation, la production de lait, tout ça. Puis, à force de trouver ceux-là, ben, tu améliores la réduction de méthane. C'est comme ça, c'est comme dans tous les autres indices qu'ils ont sélectionnés par les mix, puis en mesurant ça avec des outils qui sont vraiment des outils efficaces que tu peux vérifier par le sang ou par un poil. Qu'est-ce que ça donne? Ça dépend des indices. Ouais. Hey, c'est capotant.
C'est capotant. Moi, j'avais déjà appris une fois aussi, quand on parle de génétique, tu sais que le timing d'insémination est important. Ouais. Parce que quand les spermatozoïdes arrivent, mettons, dans le fond du utérus, les spermatozoïdes mâles, eux autres, ils arrivent en premier. Puis s'il n'y a pas d'ovule qui est là, le spermatozoïde mâle, il meurt. La femelle arrive un petit peu après. Ben, tu sais, on le voit, là, c'est le même dans la vraie vie. Ça prend tout le temps plus de temps aux femmes à se préparer. C'est une farce. C'est une farce. Mais le spermatozoïde femelle, il peut rester là une semaine. Il peut attendre l'ovule, donc c'est comme le timing est important pour avoir des femelles. Si tu manques ton coup, ben là, tu réinsémines. Là, c'est sûr que souvent, c'est tout le temps un mâle qui sort, qui va sortir au bout de 9 mois. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis là ou ben non, je suis en train de compter de la bullshit. Là, Je pense qu'il y a une partie de légende urbaine, là, okay. Mais écoute, c'est sûr qu'il y a une fenêtre. Là. Quand tu détectes la chaleur, tu sais, c'est entre 24 à 36 heures en tant que tel. Puis la semence aujourd'hui, avec la qualité de fertilité qu'elle a, si tu prends de la semence, c'est comme chez les humains, c'est 50-50 en tant que tel. Est-ce que le spermatozoïde mâle va un peu moins vite? Oui. Est-ce qu'il meurt un peu plus vite? Oui. Mais si tu fais ton insémination dans le bon timing, c'est 50-50. Si tu as une semence conventionnelle normale, elle va être fertile, mais c'est la loi de la nature. Maintenant, aujourd'hui, ils font de la semence sexée. Ça veut dire quoi? C'est en laboratoire. Tu sais, tantôt, je t'ai élaboré ça, j'ai vu ton visage, mais en laboratoire, là, il y a des machines, des spectros, des machines de tri à sexer la semence qu'ils appellent. Et là, la semence passe à travers cette machine-là et tu peux choisir de garder les spermatozoïdes mâles ou les spermatozoïdes femelles. Tu as le choix. Fait que si tu voulais avoir des mâles, exemple, sur des bœufs, ça pourrait être intéressant. Les mâles engraissent plus vite pour la viande à boucherie. Sur le lait, évidemment, tu veux des femelles. Hein? Bon. Oui. Et là, à partir de là, il en garde un des deux. Tu peux pas dire trie d'un bord les femelles, trie de l'autre bord les mâles. Peut-être que ça viendra un jour, ça serait merveilleux, là. Mais c'est pas ça. Là, tu gaspilles une partie. Soit tu dis, moi, je veux des femelles, trie-moi la semence de taureau en femelle, ou trie-moi en mâle. Bon, évidemment, nous, au SIAC, on a plus de semences triées femelles, évidemment. On insémine beaucoup plus de vaches laitières que de vaches de boucherie. Et là, à partir de là, cette semence-là est à ton pourcentage aujourd'hui, là, ça a augmenté, c'est autour de 90 C'est pas 100 parce qu'il peut tout le temps passer, on dit 90, c'est peut-être un peu plus haut, mais on protège ça en disant 90, il peut toujours passer un spermatozoïde de l'autre femelle ou mâle. À grosseur que ça a, s'il en échappe un, là, on peut pas vraiment le chicaner, là. T'sais. Mais c'est juste que c'est lui qui féconde, puis toi, tu veux une vache, puis tu as payé un peu plus cher pour avoir la femelle, mais c'est un risque, c'est pour ça. Mais tu as beaucoup moins de risques. Fait que les gens qui veulent être plus sûrs d'avoir des femelles, donc sur leur vache, qu'ils trouvent très bonne, qui veulent assurer la relève, qui veulent avoir des filles de cette vache-là, parce que dans leur troupeau, elle apporte beaucoup, c'est dans leur bonne lignée, c'est ce qu'ils veulent pour leur troupeau, ils vont acheter sur ces femelles-là, ils vont payer un peu plus cher pour avoir de la semence sexée. Donc, à 90 chance d'avoir une femelle. C'est ça la différence. Fait qu'aujourd'hui, tu as cette possibilité-là. Puis, visuellement, ça ressemble à quoi un spermatozoïde mâle versus une femelle? Y a-t-il une grosse différence dans la forme ou la longueur ou... Écoute, c'est une bonne question. Parce que je me dis, le spermatozoïde mâle est peut-être un petit peu plus long parce qu'il y a... Non, c'est correct. Non, mais il y a la petite... écoute, je ne sais plus tous les noms par cœur. Je ne suis pas dans les laboratoires, ça fait longtemps, là, mais écoute, non, là, je ne vais pas vous induire en erreur. Là. Tu sais, je me rappelle tous les spermatozoïdes mâles que je voyais au laboratoire quand le laboratoire était à Saint-Hyacinthe, mais pour te dire la différence avec du ZAC, là, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Non. Puis, juste question de même, sais-tu... De la semence sexée, c'est-tu quoi? C'est-tu 2 fois plus cher? 3 fois plus cher? Non. Ou Non. Mais c'est entre 20 à 35 $ de plus selon la qualité du taureau, la demande du taureau. Fait qu'on va dire que tu as une semence à 50 $ régulière, conventionnelle, l'autre va être à 70 ou 80. Fait que c'est une différence, là, ton 20-30 $. Mais si tu veux
ceux qui ont des stratégies, on appelle ça la stratégie femelle. Certains vont mettre des embryons dans certaines vaches, vont mettre de la semence de boucherie dans d'autres, disant je veux pas l'élever, mais je veux qu'elle donne du lait, fait que je veux un veau. Puis ils vont mettre de la semence sexée dans leur tiers, mettons, de meilleures vaches dans leur troupeau pour être sûr d'avoir plus sûr, à 90%, Oui. d'avoir des femelles de ces vaches-là. Fait que c'est pas quelqu'un qui fait sa stratégie puis qui voit vraiment définitivement un gain d'avoir une femelle comparativement à un mâle, il trouve pas ça cher. C'est définitivement, mais c'est définitivement pas le double puis le triple. Ça vaudrait peut-être dans des cas, mais non. En fait, ce qu'on fait payer, c'est la technologie, tu sais, ça coûte de quoi passer ça. Tu perds la semence, parce que quand tu tries, tu perds du volume, là, évidemment, t'en jettes une partie, là, on comprend. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Avec, comment on pourrait dire ça, une shot de bœuf, tu peux faire combien de pipettes avec ça pour inséminer des vaches? Ouais, ça dépend tout le temps du taureau, ça dépend de sa concentration, ça dépend comment il y a de spermatozoïdes dedans. Fait que tu peux faire des fois 200 doses, tu peux en faire 1600. Tu sais, ça varie vraiment. Là, c'est pas... oui, parce que tu sais, dans un éjaculat, là, ça dépend vraiment de la concentration puis le volume. Fait que c'est différent à chacun. OK. Puis c'est pour ça... Dans la pipette, dans le fond, il y a un nombre de spermatozoïdes qui est dedans, là. Oui, exact. OK! Et puis, Tabarouette, fait que là, c'est tout séparé comme, parenthèse, en microscope, là? Oui, au laboratoire. OK. Ouais. OK. Fait que les mecs font ça, puis là, ils prennent l'éjaculat qui est ramassé du taureau, donc le sperme du taureau, puis là, ça s'en va au laboratoire, ils évaluent qu'il est bon. Premièrement, tu sais qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pus, il n'y a pas rien, tu sais, parce que faut que ta semence soit parfaite. Fait que là, ils l'évaluent. Puis avant, c'était à l'œil. Maintenant, ils ont des machines. J'ai pas vu dernièrement, mais au SIAC, moi, pendant longtemps, là, j'allais au laboratoire. Puis il y avait du monde qui travaillait au microscope. Puis ça, c'est une science, là, de voir justement que les spermatozoïdes, les spermatozoïdes mâles bougent. Ils regardaient la motilité, la mobilité, la vitesse. Il faut qu'ils soient quand même assez vigoureux parce qu'ils vont être congelés après. Ça diminue un petit peu aussi, hein, tu sais, bon. Okay. Fait que là, ils examinaient ça, puis selon le volume, après ça, ils font une dilution, ils font une dilution dans le jaune d'œuf. Certains font dans le lait aussi, hein, mais c'est dans le jaune d'œuf. Ils mélangent ça. Là, il y a une machine, une centrifugeuse, puis là, ça donne une quantité. Et là, à partir de là, ben, ils ont leur quantité par paillette, puis ils savent exactement le nombre de spermatozoïdes. C'est tout fait sur une machine à paillettes, puis c'est imprimé. Elle passe dans une machine qui imprime quel taureau, quel centre, quelle date. Et puis, sur la paillette, tu as toute cette information-là. Fait que c'est toutes des opérations à partir d'un éjaculat de taureau. Fait que tu peux pas dire, tant que tu l'as pas récolté. Et là, c'est intéressant, parce qu'au laboratoire, eux autres, ils regardent ça, puis il y a des taureaux qui peuvent être récoltés 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. OK? Et ça dépend de ta production. Puis des fois, ils peuvent être récoltés pendant un certain temps 2 fois. Et là, les gens au laboratoire, on dit souvent les filles du laboratoire, nous autres aussi, c'est des filles, mais il y a des gars aussi qui travaillent là, donc les employés de laboratoire disent, oh, la concentration commence à diminuer. Fait que c'est fait que là, on va le laisser se reposer. Hein? C'est simple de même. Puis d'autres fois, ils vont dire, non, la concentration est super bonne, on pourrait peut-être la récolter 1 fois de plus. Il est très en demande. Fait que ça joue aussi, mais le laboratoire a un apport important sur le nombre de récoltes par semaine et évidemment le nombre de paillettes qui est fait. Ah ouais, tabarouette, OK. C'est incroyable. C'est incroyable quand peut-être que c'est la recherche puis les jobs de laboratoire sont poussés là-dedans, là. C'est fou. C'est pour ça que je te dis, moi, quand je suis arrivée au SIAC, là, pourquoi j'ai tout de suite tombé passionnée par cette compagnie-là, c'est que j'ai eu la chance de me promener aux fermes, de voir tout ce qu'il fallait qu'ils fassent. On ne peut pas imaginer ça si on n'est pas là, tu sais. Et après, d'aller au laboratoire puis de voir tout ce qu'ils faisaient pour mettre la semence de la meilleure qualité, meilleure fertilité. Puis écoute, là, maintenant, c'est chez Cimex, là, j'ai plus accès à ces laboratoires-là. Puis ça s'améliore toujours, ces méthodes, les machines, la science. Fait que je suis sûre qu'eux aussi, quand il y a du monde qui arrive, c'est hyper impressionnant. Mais moi, c'est là que j'ai aimé tout le SIAC de voir tout ce qu'ils faisaient pour améliorer cette production-là. C'est vraiment fantastique. Puis ça prend du monde attentionné, minutieux, puis à l'époque, c'était à l'œil, là, tu sais, avec le microscope. Fait que les gens, il fallait qu'il y ait il y avait des techniciennes de laboratoire là, qui vraiment étaient capables d'évaluer, mettaient des notes là, sur la mobilité, la motricité, est-ce que les spermatozoïdes sont bien formés? Comme il disait, il ne faut pas qu'ils reculent, il faut qu'ils avancent les mouvements qu'ils font. Fait qu'à force d'en voir des échantillons,
tu viens que tu sais s'il est bon ou s'il est pas bon rapidement, puis est-ce qu'il va être très fertile, moins fertile. Ça, c'est une science, ça, que c'est pas tout le monde qui est capable de faire. OK. Mais ils ont-tu essayé pour le fun, changer l'alimentation puis voir est-ce que le spermatozoïde est meilleur ou il est pire ou ont-tu. Ça a peut-être déjà été essayé dans le temps. On riait toujours parce qu'au cirque, oui, il faisait certaines, mais il y a des rations pour les taureaux, c'est l'état de chair. Les taureaux doivent être pas si gras que ça pour bien produire, pas mal nutritifs. Mais un bon coq, c'est maigre, tu sais. Mais je me rappelle qu'il avait fait, puis il n'en faisait pas tant que ça, mais tu sais, il y a des recherches par des chercheurs qui amènent ça, puis la nourriture s'améliore toujours. Tu sais, on achète de meunerie, si tu veux, la nourriture, là, bon. Mais c'est pour les taureaux. Hein. Souvent, les recherches sont faites pour les femelles, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de femelles, il faut comprendre ça. Mais quand même, il avait déjà essayé les graines de lin, parce qu'il y avait eu une recherche qui disait que la graine de lin permettait plus de semences, si tu veux, plus de spermatozoïdes, de production de spermatozoïdes. Okay. Finalement, la conclusion, c'est que les taureaux, ils ont juste eu du plus beau poil, mais ça n'a rien changé. Ben, je sais aussi, la graine de lin faisait que les femelles, ça pouvait aider les femelles à mieux coller. Ben, c'était plutôt nos taureaux. Nous, c'était chez les taureaux, on n'avait pas de femelles. Oui. C'était chez les taureaux à dire est-ce qu'ils vont produire mieux les spermatozoïdes à la fois motricité, motilité ou en fait de capacité, de quantité. Bon. Et puis finalement, ça s'est pas avéré que c'était... la conclusion du chercheur a été qu'il y avait juste du plus beau poil. C'était pas permanent, fait que ça change rien partout. Fait que le reste, ben écoute, il y avait plutôt une nourriture équilibrée pour avoir un bon état de chair, être en forme, être en santé. C'était plutôt ça. Non, c'est sûr qu'ils doivent être traités aux petits oignons, pareil, les taureaux là, au centre, là. Parce qu'il reste que c'est quand même un peu le pain puis le beurre, là, si on veut, du siècle, là, les taureaux. Fait que... Ouais, maintenant, ils sont chez Cimex, mais ils les traitent tout aussi bien. Puis tu vois, on a visité leurs nouvelles installations et on a eu la chance d'aller, on va au conseil d'administration. Moi aussi, je participe, je suis pas un membre votant, je suis pas un producteur, mais on participe, les directeurs généraux au conseil. Et on a eu la chance, et tout notre conseil d'administration au SIAC, notre conseil d'administration est aussi formé de producteurs venant de nos propriétaires puis de quelques externes. On était à Cimex visiter et des installations ultra modernes. Ça répond aux plus hautes normes de l'industrie. Là, c'est incroyable, c'est beau. Les taureaux sont bien logés, c'est ventilé, c'est aéré. Ils ont des salles de récolte incroyables, des laboratoires à perte de vue. C'est la haute technologie, là, fait que les centres de production, les taureaux sont hyper bien traités. Vraiment, là, c'est incroyable. Est-ce que c'est encore un peu... J'ai déjà vu une vidéo de ça, mais ça date de bien longtemps. Il y a comme une vache en plastique, d'une certaine façon. Le taureau embarque dessus. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec une tasse. Puis ça vient récolter la semence. Là. C'est encore comme ça que ça doit pas avoir changé bien, là. Non. Ils appellent ça justement, ils appellent ça des fausses vaches, là, si tu veux, en plastique. Et parfois, ça va être des taureaux de boucherie qui vont servir ils appellent ça les styles, là, donc ceux qui sont montés. Puis effectivement, puis c'est pas une tasse, là, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais c'est comme un vagin artificiel. Okay. Qui est fait sous la forme d'un vagin artificiel. Et puis, il est maintenu dans comme une enveloppe qui a de l'eau chaude pour maintenir la température, comme si c'était la température du corps d'une vache. C'est quoi? C'est-tu la même température qu'un humain? Écoute, 37,5? Je ne me rappelle pas par cœur. Ça fait trop longtemps que c'est plus au siècle, là, mais c'est pas loin. C'est dans ces principes. Et puis, c'est pas beaucoup plus chaud, beaucoup plus froid, là, c'est dans le principe. Fait que tous les vagins sont préparés par une préposée au vagin qui met ça dans une étuve, donc il se conserve chaud, l'eau est à la bonne température, puis là, ben, il stimule le taureau avec une fausse vache, si tu veux, il y a pas de femelle, là, évidemment, où sont les taureaux, là, des vraies femelles, il y en a pas, c'est sûr. Et là, à partir de là, ben, le récolteur, qu'on appelle, quand il voit qu'il est en train de grimper, puis que c'est le bon moment, là, juste avant l'éjaculation, ben, il se sert du vagin artificiel, puis il récolte. Et ça aussi, c'est un art récolté, parce qu'il faut que tu sois au bon moment, assez vite, pas trop vite, puis placé comme il faut. Et les récolteurs, c'est un art. C'est pas tout le monde qui travaille à soigner les taureaux ou à les nettoyer qui sont capables d'être récolteurs et un bon récolteur. Puis il y a des taureaux s'habituent aussi à leur récolteur. Tu sais, les taureaux, ils voient les humains, là.
Oui, ben oui. Ils s'habituent à des équipes et tout ça. Fait que c'est vraiment toute une stratégie, la récolte des taureaux. Moi, je l'ai vu souvent à Saint-Hyacinthe, là, c'est impressionnant. Puis ça se passe encore de la même façon à CIMEX. Parce qu'il reste que il y a quand même un degré de danger là-dedans, là. Tu sais, le taureau, on sait que ça peut se revirer, là, tu sais, ça peut être mauvais, là. Puis... En fait, oui, puis effectivement, puis ça, c'est la même chose qu'au siècle, là, même si c'est encore mieux parce que c'est moderne, là, mais il y a toutes des barrières. Le récolteur, il est derrière comme quand il récolte, il va être proche du taureau, mais il y a une autre personne qui tient le taureau, puis ils savent où se placer, pas se faire écraser le pied par une patte, tout ça. Puis sinon, quand ils manipulent les taureaux, si tu veux, ils partent de leur enclos, puis ils s'en viennent au centre de récolte. C'est toujours une salle de récolte qu'on appelle. Ils vont chercher les taureaux dans les enclos, puis ils les emmènent à la salle de récolte. Bien, à ce moment-là, là, le taureau est d'un côté, il y a une clôture, puis l'employé de l'autre côté, c'est comme des grosses barres de fer, puis pour que les employés soient protégés, parce que les taureaux, je te dirais, ils se font manipuler, ils sont quand même relativement dociles, mais dociles pour un taureau, tu as toujours un danger. Puis t'es jamais seul dans un étable ou quoi qu'arrive de quoi. Ils sont dans des enclos, mais tu sais, on ne sait jamais. Fait qu'il faut que tu sois toujours vigilant. C'est un travail vraiment qui demande de l'attention et qui demande aussi de saisir l'animal, comment il est, puis de pas rentrer dans un enclos tout seul, évidemment. Là, c'est pas un petit veau, là, tu sais. Alors, à partir de là, il y a toutes des mesures de protection qui sont faites là, pour les employés. Je te dirais qu'il arrive très peu d'accidents. C'est quand même impressionnant effectivement, c'est des grosses bêtes. Oui, c'est ça. Parce que moi, je me souviens, on a déjà eu des vaches. Mon père a vendu des vaches en 91. Puis, on lui faisait de l'insémination, mais je me souviens qu'une année, il y avait un taureau dans le parc à vaches dehors. Puis le taureau, là, moi, j'en avais peur en tabarouette parce que maudit que je trouvais ça mauvais. Tu sais, ça voulait te foncer dessus. Tu sais, j'ai jamais trippé ces taureaux. Fait que, tu vois que il s'en vient. Le récolteur, il ne faut pas qu'il en ait peur, mais c'est sûr que là, il est manipulé avec des humains. Tu sais, nous autres, il était dehors dans le parc à vaches. On s'en occupait pas d'une certaine façon, là, tu sais. Bien, c'était pire parce que aussi, tu as des femelles. En fait, tu as ce principe-là aussi. Nous autres, il n'y a pas de femelles là-bas, mais il n'y en avait pas au siècle non plus. Là, maintenant, il y en a, mais c'est jamais les femelles avec les mâles. Là, et puis, tu vois, il y a des taureaux qui sont très dociles, qui promènent, puis tu te dis, mon Dieu, on dirait pas un taureau, mais c'est un animal. Il faut toujours que tu te méfies. Il est pas mal plus gros que toi, mais il y a des taureaux, là, tu les vois, ils les promènent, là. Tu dirais un chien en laisse, là, tu penses que c'est doudou, là. Puis tu as d'autres qui sont beaucoup plus dangereux, agressifs, si tu veux, qui pourraient l'être, en tout cas. Fait que là, les bouviers qu'on appelle, ceux qui s'occupent des taureaux, on appelle ça des bouviers, sont habitués, ils ont des codes. Ils mettent, mettons, un rond rouge sur le carton, le nom du taureau, parce qu'ils vérifient tout le temps qu'ils récoltent le bon taureau. Il faut que tu te trompes, là. Fait qu'il y a une pancarte, il y a un code d'oreille. Puis là, ils vont mettre des codes là-dessus, un code rouge, un code vert. Puis ça leur fait que s'il y a un danger ou un taureau qui tend, mettons, je sais pas, à bouger tellement ses pattes qu'il peut facilement t'écraser les pieds, ou un qui charge, ou les bouviers sont avertis de ça à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça. Fait qu'ils savent qu'il faut qu'ils se méfient encore plus, bien qu'ils doivent toujours se méfier. Il faut qu'ils soient vigilants tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu amènes un taureau agressif au licou, tu peux te faire swinger au bout de la corde, là. C'est pour ça qu'ils sont d'un plus d'un, puis qu'ils sont de l'autre côté d'une clôture. Fait qu'à partir de là, si jamais, au pire, ce qui arrive très rarement, hein, parce qu'ils sont habitués à les manipuler, ils ont quand même de l'expérience, si jamais il échappe un taureau, on va dire ça, ben ils sont protégés. Il n'y a pas de danger en tant que tel. Fait que ça, puis il y a des portes qui ferment. Fait qu'il y a toutes des mesures de sécurité de fait pour s'assurer que s'il arrive ça, il n'y a pas d'accident pour le personnel en tant que tel. Ah, ben au moins, c'est toujours bien ça, tu sais. Protéger le monde, la première des choses. Là. La CSST, c'est ce qu'ils veulent. Ben, nous autres aussi. Puis je te dis pas qu'il n'arrive pas d'accident. Ça arrive que tu aies un coup de tête, puis tu es tout petit à côté d'un taureau. Là. Il y en arrive des blessures, mais il n'y a pas eu de cas comme grave. Puis quand ils vont à récolte, ils ont toutes des mesures de protection. Est-ce que tu commences à voir de plus en plus des producteurs laitiers qui inséminent les vaches avec du Angus? Je commence à voir ça. Des fois, il y en a qui veulent vendre un peu de viande à la ferme, des affaires de même. Fait que là, ils l'inséminent avec une autre race, justement pour se concentrer, faire élever pour faire un petit peu de bœuf, là.
Bien, tu as ça, vendre à la ferme, faire du bœuf, oui. Mais je te dirais que la proportion de semences de boucherie a augmenté énormément dans nos ventes, énormément. Pourquoi? C'est pas tant, oui, de l'élevage à la ferme, c'est vrai, mais c'est beaucoup les veaux Holstein. Quand tu as des mâles, là, exemple, où tu as trop de vaches, puis tu ne vas pas les élever, tu les envoies à l'encan. Au Québec, ça se passe, les ventes d'animaux se passent aux encans. Hein? C'est ça qui se passe. Là, le marché au niveau des petits veaux Holstein a tombé énormément. C'est beaucoup moins payant que de vendre un veau Angus. Okay. Donc, ce qu'ils font, c'est que les producteurs laitiers, tant qu'à payer de la semence, si tu as un mâle actuellement, puis ça fait 2 ans que ça dure certains, c'est mieux d'avoir un mâle Angus ou de boucherie, là, parce qu'il y en a d'autres, c'est des Limflex, des Simangus, là, mais on parle, je sais qu'on voit beaucoup Angus puis noir, là, fait que mettons qu'on se concentre là-dessus, mais il y a d'autres races. Puis, à partir de là, ils ont plus à l'encan. Fait que si ton but, c'est de mettre ta vache en veau pour avoir du lait qui te donne ta paye, puis que tu as une bonne vache, mais tu veux pas élever nécessairement de ses filles parce que tu en as assez, tu as ta relève ou tu fais ta relève avec ton meilleur tiers. Ça, c'est pas ton meilleur tiers, mais elle produit. Fait que tu veux avoir un veau pour qu'elle produise du lait, évidemment. C'est comme ça, la race mammifère. Ben, t'as mieux avoir un veau Angus actuellement parce que tu sais que tu vas le vendre femelle ou mâle plus cher qu'un veau Holstein actuellement aux encans. Okay. C'est ça le point. Donc, tant qu'à investir dans la semence, puis tu te dis, de toute façon, je ne lèverai pas son petit, je vais l'envoyer à l'encan, je n'ai pas besoin. Ma ferme est complète, ma relève est assurée, j'ai fait mes embryons, ma sexée, j'ai tout fait de ma stratégie, j'ai pas besoin de ces vaches-là, je vais les envoyer veaux, je veux pas vendre des génisses, je fais pas de commerce de génisses, je fais pas de commerce de vaches, je veux pas élever pour la viande, j'envoie à l'encan, ben, à l'encan, ce qui paye actuellement, c'est des veaux de boucherie, particulièrement les mâles noirs. Automatiquement, ben, tu te dis, ben, c'est ça que je vais faire. C'est ça qui a fait changer en grande partie le marché. Puis plus la génétique s'améliore, puis plus on a des outils pour dire, ces vaches-là, tu devrais t'assurer de la relève. Ceux-là, tu devrais pas l'assurer, mais ils font du bon lait. Ça permet la sélection dans le troupeau des vaches. Donc, les éleveurs, les producteurs, ils savent, ben, ça, ces vaches-là, je vais faire si possible, des génisses. Je vais acheter de la sexée pour eux, je vais avoir ma relève, ou je vais acheter des vaches. Hein, il y en a qui font ça aussi. Oui. Ceux-là, je vais mettre des embryons parce qu'ils sont tellement bonnes, je veux aller beaucoup plus vite dans ma croissance génétique parce qu'ils vont se répéter plus vite que si je mets de la semence à la fois. Ceux-là, je vais avoir du lait. Ben, je vais mettre de la boucherie parce que je vais vendre leur veau. Fait que c'est une des stratégies qui est beaucoup utilisée par les producteurs. De là qu'il y a gros de la boucherie, à cause des encans où les veaux de boucherie sont très recherchés. La majorité sont exportés vers l'Ontario et quelques-uns vers les États-Unis. Ils viennent acheter des veaux ici. Puis là-bas, il y a beaucoup de packs d'engraissement. Alors, c'est pour ça que Cimex vend maintenant de la boucherie à travers le monde, et dont au Canada, et dont nous, au Québec, on vend une bonne proportion de semences bouchères maintenant, mais pas à des éleveurs de boucherie nécessairement, à des éleveurs laitiers. Petite question comme ça. Cimex, vous exportez beaucoup à l'international. Est-ce que vous importez aussi? Tu sais, il doit y avoir d'autres pays dans le monde où est-ce que la génétique laitière est quand même assez poussée. Est-ce que des fois, ça arrive qu'il y a des producteurs qui disent bon, j'ai regardé ça, aux Pays-Bas, il y a un taureau qui me ferait que je n'irais pas avoir. Tu sais, je dis un exemple de même, c'est peut-être pas ça. Est-ce que vous faites aussi de l'importation? Non, c'est de l'exportation de semences. Qu'est-ce qu'ils vont faire, par contre, c'est qu'ils vont aller sélectionner. Bon, ils font eux-mêmes leur troupeau, c'est grâce aux génisses qu'on a à trouver les meilleurs pour se faire des taureaux, des paires, là. Mais ils vont aller plutôt acheter, exemple, un taureau ou une vache ailleurs ou faire des accouplements pour avoir cette génétique-là ils jugent que ça va aider la génétique ou canadienne ou internationale, puis ça va dans leur philosophie. Fait qu'ils vont pas nécessairement acheter de la semence pour la revendre. Les gens vont plutôt faire ça autrement, internationalement. Mais s'ils jugent que c'est des bonnes lignées qui seraient intéressantes, là, ils vont acheter une femelle ou un mâle pour arriver à avoir cette lignée génétique-là. OK. Ben, vous allez amener l'animal, puis vous allez comme le multiplier d'une certaine façon, là. C'est ça. Ils vont avoir soit un père à taureau ou ils vont acheter une vache parce qu'on fait des accouplements. Aujourd'hui, avec la génomique, ben, c'est facile de trouver ça plus rapidement, là, tu sais, fait que ils vont regarder si ça fait dans leur programme, puis ils vont décider
si c'est de la semence qui est correcte, puis rentable pour Cimex, puis profitable pour la génétique. Quel autre pays qui est vraiment poussé côté production laitière, côté génétique? Ben, je te dirais la Hollande, le Royaume-Uni, c'est des pays qu'on entend souvent. Puis tu vas avoir le Brésil au niveau beaucoup des races de boucherie. Eux autres, ils mangent beaucoup de viande au Brésil, hein? Puis ils ont des races particulières. Fait que il y a plusieurs pays, mais ces pays-là, je te dirais là, la Hollande, le Royaume-Uni, c'est des bons pays que tu entends souvent qui vont développer de la bonne génétique. Il y en a sûrement d'autres, là, mais c'est ceux qui me viennent le plus à l'esprit. Puis le Brésil pour la race, la viande, pour les races à viande. OK. Mais le Brésil, me semble, ils font quelle race à viande là-bas? Me semble qu'on voit des vaches là, comme des... La race la plus populaire, là, je ne connais pas toute leur race, mais c'est Girolando. Ça, c'est une race qui est là-bas, qui résiste bien à la chaleur, au climat qu'il y a là-bas, qui a le pelage plus pâle, comparé à Holstein. Là-bas, il fait chaud. Fait qu'ils c'est une des races, c'est une race qui est indigène là-bas, qui résiste bien au climat et tout. Fait que ça, c'est très populaire là-bas. Ah, OK. Oui, parce que les Pays-Bas, c'est quand même c'est le deuxième exportateur mondial des produits agricoles. Ben, c'est pour et ça regardez la grosseur du pays. Oui. C'est pour ça qu'ils sont très ferrés là-dedans. Puis je sais, oui, c'est vrai, il y a des bons troupeaux aussi en Suisse. Tu sais, la Brown Suisse, la Suisse brune, qu'on appelle, mais ils ont des beaux troupeaux là-bas aussi en Suisse. C'est vrai, ça, je suis en train de me dire parce qu'on a un fournisseur de semences de Suisse brune, cette race-là, qui est en Suisse. Fait que, tu sais, il y a des pays européens qui ont quand même de la bonne génétique. Je les connais pas tous par cœur parce que moi, j'étais surtout basée là, au Canada, si tu veux. Oui. Mais c'est des pays qu'on entend régulièrement. Ça. La race canadienne. Oui. On dirait qu'il y en a qui essayent de la maintenir en vie. Ça n'a pas de l'air évident. Tu sais, c'est gros dans Holstein, là, mais tu sais, on dirait que ceux qui en ont, ils l'aiment bien gros, mais ça n'a pas de l'air évident, là. Ben, c'est un choix. En nombre, elles sont moins nombreuses. Fait que quand tu dis pas évident, tu sais, c'est une race patrimoniale, c'est certain. Puis oui, les gens qui en ont, les aiment énormément. On vend de la semence. Au CQRL, la race canadienne est un des 5 races représentées. Ça fait partie donc le CQRL, notre propriétaire. Fait que nous, on a ça. On travaille avec les associations de la race canadienne. Ils sont 3 réunis ensemble. Puis ils font beaucoup, beaucoup d'efforts en tant que tels pour préserver la race. Ils ont fait des fromages particuliers. Fait que ils travaillent fort, ils croient dans leur race. Puis ça appartient à chaque producteur. Hein, sa race, sa philosophie. Puis moi, je respecte ça parce que je trouve que les gens, la Holstein, il y en a beaucoup. Fait qu'ils ont plus de chances d'avoir des taureaux qui émergent, tout ça, tandis que quand tu en as moins, ta population de vaches est moindre, bien, il faut qu'ils travaillent. On leur offre moins de choix de taureaux. On essaye de trouver les meilleurs avec eux, mais tu en as moins. Fait que, pour eux, là, il faut vraiment qu'ils travaillent fort à obtenir ce qu'ils ont besoin en tant que tel, puis ils le font, puis ils préservent la race. Fait que c'est un de leurs buts. Puis ils réussissent. Fait qu'ils travaillent fort, puis ils font ce qu'ils ont à faire. C'est beau à voir. Yes. En terminant, Joanne, on ne peut pas parler d'un certain taureau qui s'appelle Starbuck. Ah oui. Qui a quand même fait la renommée du siècle, qui a changé probablement là, un peu un Mario Lemieux ou un Wayne Gretzky, là, qui a vraiment révolutionné d'une certaine façon la race laitière. Surtout dans la Holstein, parce que c'est un Holstein là, d'abord. Exact. Tu vas nous conter un peu son histoire. On avait repassé un peu les notes tantôt. Tu avais été chercher un petit cahier. On va regarder un peu l'histoire parce que c'est vraiment là un peu le king. Là où pas tout a commencé, mais quasiment. Tu sais que le siècle a déjà commençait déjà pas mal à être avancé, mais un gros coup de slingshot là, que ça a donné avec, avec Starbuck. Là. Effectivement. Starbuck, là, il est arrivé au siècle en 79.
puis il est décédé en 98, ce qui est quand même une très longue vie pour un taureau. Il n'a pas été récolté toutes ces années-là, c'est sûr, mais il a quand même été récolté très longtemps, mais ils l'ont gardé parce qu'écoute, c'était la star, là, il faut bien dire ça. Puis ce taureau-là, c'est arrivé par un hasard que M. Chicoine se promenait avec un autre, il était sélectionneur de taureaux, Robert Chicoine, qui était notre directeur régional, avec Arlene Nicholson, qui étaient 2 sélectionneurs de taureaux. Puis il faisait le tour à l'est de Toronto, là, dans le comté d'Ontario, pour trouver des bons troupeaux pour faire des accouplements, justement, les taureaux, les vaches, puis comme générer de la progéniture, effectivement. Et puis, il faisait beau, puis ils sont allés au restaurant, puis ils ont rencontré le propriétaire de la ferme à Hanover Hill. Et puis, il les a invités à aller chez eux. Ils connaissaient. Il y avait quand même un super bon troupeau. Fait qu'il faisait des fois des accouplements avec ses vaches. Puis, ils ont vu ce jeune taureau-là. Et puis, ils n'en voulaient pas nécessairement au départ parce qu'il y avait déjà beaucoup de taureaux de la même famille. C'est le fils de l'élévation. Fait qu'ils n'en voulaient pas nécessairement, mais ils ont réfléchi à ça, ils ont pensé à leur affaire, puis ils le trouvaient tellement beau, puis tellement une stature incroyable qu'ils ont dit on peut pas s'en passer. Fait qu'ils ont fait en sorte d'acheter un Starbuck, puis ils l'ont emmené au centre. Et puis ce Starbuck-là s'est révélé un producteur hors pair, mais donné une génétique, il avait une stature. Puis il a donné une génétique qui a été exportée. Dans le temps, le CIAC exportait sa semence. Puis il a été exporté sur les 5 continents. Il a donné 200 000 filles. Tu sais, il est dans à peu près toutes les lignées d'Holstein. C'est pour ça qu'on en parle tant. Fait que oui, il a apporté des revenus au CIAC, mais il a fait connaître la génétique canadienne, la génétique québécoise. Puis en parlant de Starbucks, tout le monde savait qu'il venait du Canada ou du Québec, peu importe comme tu le regarderas. Et puis, à partir de là, ben, ça l'a fait connaître la génétique. Ça a donné vraiment une lueur sur tout ce que le Canada pouvait procurer comme forte génétique, mais c'était Starbucks. Et tu sais, je me rappelle d'un des faits, c'est un des taureaux, d'après moi, le taureau, je ne pourrais pas te garantir ça à 100% là, mais le taureau qui a vu ses arrière-petits-fils qui ont été éprouvés. Il y a tellement eu de descendance, ce taureau-là, puis dans le temps, on se rappelle, là, tantôt on disait 5 ans, là, c'était pas vite comme aujourd'hui, là, et il y a tellement eu de descendance que ses arrière-petits-fils ont été éprouvés, puis ont tous eu des belles lignées. Il a vu ça de son vivant, et parce qu'il a vécu longtemps aussi, là, comparé à d'autres. Fait que c'était un taureau qui a apporté un immense progrès au niveau de la génétique par tout ce qui a emmené dans la race, dans la production, dans la conformation des troupeaux. Ses filles, ses descendantes ou ses fils ont gagné dans des expositions, qui a permis de faire rayonner la génétique canadienne à travers le monde. Fait qu'il n'a pas juste servi au SIAC, il a servi à toute la production laitière. C'est pour ça qu'il est si renommé Starbucks. Tu vas n'importe où, tu dis le mot SIAC, écoute, ça fait des années, là, il y a d'autres bons taureaux, on en connaît d'autres, on en nomme d'autres, mais tout de suite, le monde va dire Starbucks. Surtout le monde qui n'est pas en production laitière. Le monde en production laitière aujourd'hui vont se souvenir des derniers noms. Tout le monde se souvient de Starbucks, mais ils vont en nommer d'autres, des beaucoup plus récents qu'ils utilisent. Mais le monde qui est moins en production laitière, peu importe où tu iras, tu dis je travaille au SIAC, ils vont me dire Starbucks. Il est connu partout, de tout le monde. J'ai fait un voyage au Costa Rica, puis il y avait quelqu'un qui élevait, puis il a dit tu viens du Québec, Starbucks. Et il n'a pas demandé tu viens-tu du SIAC. Il m'a dit ça, j'étais au Costa Rica. Et il est connu. C'est incroyable. Tout le monde qui fait de l'élevage, t'entends toujours parler de lui. Fait que c'est une légende, Starbucks. Puis quand on disait les notes tantôt, ben écoute, il y a tellement une légende qu'au SIAC, il avait écrit un livre pour avoir toute son histoire, toute sa descendance, pour conserver ça. Il n'y a pas d'autres taureaux qui ont un livret au SIAC. C'est lui. C'est Starbucks. Tout le monde connaît Starbucks. C'est bon. C'est quasiment connu internationalement. Céline Dion, Georges Saint-Pierre, Starbucks. Je ne sais pas si tu dis raison, mais oui, effectivement. Puis tu vois, on rit, mais il y a tellement de descendants. Le nom du film Starbucks, c'est pas pour rien, hein, avec Patrick Huard, c'est à cause de ça. En fait, c'est inspiré par là. Et Starbucks est quelqu'un qui a généré une descendance comme on verra plus. On verra plus ça. Fait que c'est lui qui a fait tout ça. Fait que la génétique canadienne, là, doit beaucoup à Starbucks. Définitivement, le SIAC doit beaucoup à Starbucks, mais c'est beaucoup plus large que ce qu'il a fait pour le SIAC, Starbucks. Si Starbucks avait été un Archer ou une race canadienne, est-ce que les vaches Holstein seraient où qui sont là aujourd'hui?
Ben, il y avait Là, on est dans d'autres les bons 6 taureaux. peut-être, là. Oui, c'est on ça. jase. Il y avait d'autres. Lui, c'est le roi des rois, là, mettons, mais Oui, il y avait d'autres qui étaient des bons taureaux. Il y avait des frères, il y avait des. Tu sais, il y a eu des bons taureaux dans d'autres centres. Fait que si ça n'avait pas été lui, ça aurait peut-être été un autre. Est-ce que ça aurait été à son ampleur? Je pense pas, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres qui étaient là, les autres taureaux. Ça, c'est ma déduction très personnelle, là. oui. Mais j'imagine qu'il y a d'autres taureaux, mais peut-être pas équivalent à Starbucks. En tout cas, nous, on ne dira jamais qu'il y aura un équivalent à Starbucks parce que c'est notre star, évidemment. Mais je pense pas qu'il y en a eu d'autres. Mais il y a eu des bons taureaux, là, tu sais, quand même, qui sont nommés de temps à autre, puis des bonnes descendances, puis d'autres centres, là. Si on demandait le meilleur taureau à WestGen, à EastGen, ils vont en nommer d'autres aussi qui ont eu. Ben, Starbucks a une renommée hors de l'ordinaire, c'est pour ça. Mais tu sais, parce que là, l'origine du nom, on ne sait pas s'il est arrivé par après ou c'est le producteur de Hanover Hill qui avait donné ce nom-là. Mais si c'est le producteur de Hanover Hill qui a donné le nom de Starbucks, écoute, c'est un peu prétentieux là, de le nommer comme ça, sachant la carrière qu'il a eue, là, tu sais. Ben, c'était comme quasiment une prémonition. Puis, regarde, dis-toi qu'il s'il était nommé au SIAC, quand il arrive, parce qu'il y avait des listes de noms, puis il y a des taureaux qui nommaient, ben, à ce moment-là, c'était quasiment aussi une prémonition, parce que tout petit comme ça, personne ne savait qu'il ferait ça. Fait qu'il y avait le nom qu'il destinait définitivement, mais c'est donné bien avant toute sa carrière. Fait que c'est merveilleux. C'est un peu comme Wayne Gretzky. Une carrière. C'est un peu comme Wayne Gretzky qui a pris le numéro 99. Tu sais, le numéro avec la carrière qu'il a eue, il aurait pu. Ah, c'est ça, tu sais. Fait que. Ah non, mais c'est fou parce que, tu sais, il y a quand même eu un petit côté noir avec Starbucks. C'est qu'il était tellement populaire qu'à un moment donné, il commençait à avoir de la consanguinité aussi avec, là. Oui, mais oui, certainement. Maintenant, avec toute la variété, mais oui, c'est sûr que tout à coup, il a fallu qu'il diversifie. Puis c'est pour ça que des fois, tu vas chercher justement des génétiques ailleurs, dans d'autres centres, pour te diversifier, pour effectivement, pour pas avoir trop de consanguinité, définitivement. Puis il y a des études là-dessus aussi. Puis aujourd'hui, il y a des cotes qui nous permettent aussi de le savoir. Puis il y a beaucoup plus de variété avec la génomique, malgré que les familles, ils viennent qui se recroisent, parce que tu fais tellement de croisements aujourd'hui que les familles se recroisent, mais on a ces indices-là de consanguinité pour aider les producteurs. Fait que ça, c'est une belle recherche, effectivement. Tu as raison. Puis dans les taureaux que vous avez présentement dans la race Holstein, il y en a-tu qui n'ont pas de Starbucks dans leur lignée là, lointaine? Ou ils ont tout un petite affaire de parenté? Non, ils doivent en avoir parce qu'ils ont fait de la variété, mais c'est sûr que la majorité ont quelque part éventuellement très loin du Starbucks, là, parce que, écoute, il a généré tellement de filles, mais non, il y en a qui viennent pas de la lignée Starbucks parce que tu avais aussi d'autres centres qui avaient des bons troupeaux, des bons taureaux, fait qu'il y en a. La proportion, je pourrais pas te le dire, mais il y en a définitivement. Oui, il est présent pas mal partout encore, là. La descendance est loin d'être éteinte, mettons. Ben, si tu parles, c'est des arrière-grand-mères ou arrière-grand-pères, plus tu vas remonter loin, tu vas en retrouver tout à coup, bien sûr. Good. Joanne, un immense merci pour ton temps, puis de nous avoir éclairé un peu sur la génétique laitière, d'une certaine façon, puis de ta carrière, puis le SIAC, puis bon 75e anniversaire, en passant. SIAC. Pas toi, le SIAC, là. Et puis, ça m'a fait extrêmement plaisir. Écoute, j'espère qu'on va se recroiser un jour. Fait que sur ce, bon, ben, à tout le monde, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Merci beaucoup. Salut!